Ton précédent roman, donc La petite communiste, a rencontré un énorme succès à la fois critique et auprès des lecteurs. Est-ce que c'est difficile d'écrire après ou est-ce que ça n'a finalement aucune importance ? Oui, c'est difficile. Après, pour moi, c'est toujours difficile. Donc, c'était plus difficile encore, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y avait des questions parasites qui ont émergé de savoir, je sais pas, de penser d'un coup à mais que vont-ils penser alors que, bon, théoriquement, c'est un truc que je dois évacuer, évidemment. Et puis, il y a une question plus matérielle qui est celle du temps. Ça, j'avais jamais été confrontée à ça, c'est-à-dire un truc de fatigue et d'avoir beaucoup voyagé et d'être vidée parce que je répétais toujours la même chose. Et que finalement, il y avait la joie de porter le roman, et puis dans beaucoup de pays, et le fait que plus je parlais de ça, c'est un peu comme une histoire d'amour en fait. C'est comme si j'avais parlé tout le temps de quelqu'un avec qui je n'étais plus, donc j'avais absolument pas la place de créer un espace pour une nouvelle. Mm-hmm. Et du coup, la difficulté, elle a été très matérielle aussi. Oui, et puis d'avoir l'espace peut-être mental pour qu'une histoire se construise. Ouais. Il y a vraiment un côté amoureux. Pour moi, il y a vraiment un côté amoureux dans la mesure où je me dis jamais, tiens, je vais parler de ça, je vais raconter l'histoire de ça. C'est pas du tout comme ça que je procède. Donc, ça surgit par parfum, par géographie, par sédimentation en fait de différentes choses. Donc ça surgit comme j'ai envie que deux femmes dialoguent dans un huis clos qui n'est pas un huis clos, qui est un huis clos ouvert, ouvert sur les landes, ouvert sur l'océan, ouvert sur la forêt. Mais c'est quand même un huis clos parce qu'elles n'arrêtent pas de se retrouver, de dialoguer. Pour moi, ça commence comme ça. Et elles parlent d'une affaire réelle. Donc là, je savais que la fiction allait commencer à prendre à bras-le-corps une affaire réelle. J'étais beaucoup aux États-Unis, beaucoup, à la fois pour la promo de La petite communiste, à la fois pour les recherches. Et à un moment donné, il y avait la tentation d'écrire un roman américain. Très vite, je me suis dit non, pas bonne idée du tout, parce que d'abord, j'ai pas la légitimité. Je ne vais pas faire un roman de campus, je ne vais pas faire tout ce genre de choses. Je vais délocaliser cette affaire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire c'est hors territoire pour tout. C'est-à-dire l'écho de Patricia Hearst arrive dans un village des Landes par la grâce de Geneviève, d'une américaine qui elle-même est là pour un an ou deux. Elle est loin. Il y a la poste qui trimballe ce carton plein de documentation, donc il n'y a pas internet, il n'y a pas moyen qu'elle suive l'affaire tout de suite en direct, il y a une distance. 68, c'est en 75, donc 68 est loin. 68 n'a pas atteint non plus. C'était mon pari, et bon voilà, c'est comme ça, tous les endroits de France, et finalement Violaine, elle avait 12 ans en 68, donc pour elle, il ne s'est pas passé grand-chose. C'était dans ce sens hors zone, quoi. Pas vraiment aux États-Unis. Les Landes, pour moi, géographiquement, avaient un truc important. C'est cette similitude avec la côte est américaine. Les plages sont hyper similaires. C'est une France, c'est un peu ambigu comme paysage. C'est pas la France de toujours. Voilà, c'est clocher. Tout à fait. Et c'est amusant la manière dont tu en as parlé, parce que ma question suivante que j'avais prévue, donc, mais qui paraît en écho, c'est le fait que dans La petite communiste, tu parlais d'une fiction rêvée. C'est une expression que tu emploies à un moment donné, c'est-à-dire comme un redoublement peut-être de l'imaginaire, parce que fiction et rêver, on a l'impression que ça peut être la même chose, et pas du tout, je pense. Est-ce que c'est un terme qui pourrait aussi convenir à ce roman ? Alors, fiction rêvée, c'est pas totalement une fiction, évidemment, puisque ça part d'un fait divers, c'est un fait divers d'ailleurs, mais en tout cas d'une affaire réelle. Oui. Et en même temps, c'est une affaire qui est une fiction, et tu le montres. C'est tellement une fiction, c'est-à-dire que plus j'ai avancé, plus je me suis dit, c'est tellement dans le sens politique, c'est-à-dire tout le monde écrit des histoires dans cette affaire, c'est-à-dire le père de Patricia Hearst qui possède toute la presse américaine,
et le spécialiste du tabloïd, surtout le grand-père, mais enfin il continue quand même, William Hearst, c'est-à-dire qu'il raconte des histoires à toute l'Amérique. Patricia Hearst, elle est prise dans l'histoire d'un groupe néo-marxiste totalement inconnu, dont finalement la seule spécialité c'est d'être spectaculaire. Le savoir qu'ils ont, c'est celui vraiment du coup d'éclat, de l'idée. C'est un groupe d'idées en fait, hein. Ils cherchent les caméras tout le temps, ils veulent raconter une histoire aussi. Jean Neveva, elle est spécialiste de la narration de captivité. Cette spécialité existe, je l'ai découvert parce que c'est un truc que j'ai découvert aux États-Unis. Donc il y avait effectivement un amoncellement de gens qui sont vraiment dans la fiction, et le procès Hearst, que évidemment j'ai parcouru dans la réalité, vraiment dans son intégralité, est un condensé d'anecdotes à la fois. Il y en a certaines qui sont terribles. À un moment donné, voilà, c'est Jean Neveva qui dit, alors elle note que les journalistes la traitent de zombie, hein, elle est blême, elle a beaucoup maigri, et que finalement le zombie dans les films c'est une chose qu'il faut éliminer. Le zombie n'a pas de possibilité de survie parce que sinon il contamine. Et le danger de Patricia, c'est qu'elle peut contaminer les jeunes américaines, les Américains. Et le procès, donc, il donne lieu à des scènes tellement cocasses que quand je lisais le procès, je me disais, mais c'est tragicomique parce qu'il y a toute une Amérique terminée là-dedans. En 76, elle est finie, cette Amérique-là. C'est la fin des années 60 qui culmine dans le procès Hearst, c'est-à-dire il n'y a plus vraiment de... D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a été condamnée. Hein. Je pense qu'elle aurait eu le procès 10 ans avant, ça aurait été autre chose. Mais je veux dire, l'Amérique libertaire, en tout cas, elle est morte. C'est celle de Reagan qui arrive, et on ne peut pas lui pardonner d'avoir cru à un moment, sans doute, hein, au marxisme. Et voilà, tout ce fatras de fiction, effectivement, là, je me sentais... ça m'intéressait de le situer dans une fiction de plus, qui est la mienne, qui est celle de ces 2 femmes, 3 avec la narratrice, et de ne pas en faire une biographie, un truc biographique, pas du tout. J'avais envie que ce soit vraiment dans la fiction. Et le lien aussi entre cette petite communiste, alors il y a aussi la période, hein, puisque c'est un peu la même transition entre une certaine Amérique et une autre, mais le lien entre les 2 livres, c'est aussi l'interrogation de la place d'une icône dans nos sociétés du spectacle. Tu parlais de Nadia Comaneci comme d'une arme nationale pour la Roumanie, je cite, hein, pour la Roumanie de Ceausescu, puis pour les États-Unis aussi, puis quand elle est peut-être passée de l'autre côté, et Patty Hearst, elle, c'est une arme, alors à la fois au sens premier du terme, et évidemment aussi au sens symbolique. Est-ce que cette question de l'icône qui nous ramène à la fiction, à la question de l'image, c'est vraiment pour toi comme un lien ou quelque chose que tu creuses là de livre en livre? Mais il y a quelque chose du charisme. En fait, c'est une interrogation sur le charisme, effectivement, de l'image, parce que finalement, c'est 2 images très pop, et que, au fond, le moment où Patricia se convertit et devient Tanya Hearst et où elle pose, alors est-ce qu'on la fait poser ou est-ce qu'elle choisit de poser avec une mitraillette, un treillis, un béret, etc. C'est la seule chose qu'on va retenir. Et c'est pour moi d'une tristesse infinie, dans plein de sens, c'est-à-dire que la SLA, c'est une agence de mannequins à ce moment-là. Ils vendent une image irrésistible. Dans le même temps, moi je suis de l'avis de Jean Neveva, au moment où elle s'empare d'une arme, elle a tout perdu. Au moment où elle s'empare d'une arme, elle attrape la maladie qu'elle va combattre, c'est-à-dire c'est terminé, il n'y a plus d'utopie. Elle clôt totalement ce qu'elle aurait pu créer. Et il y a cette anecdote qui est dingue et en même temps tellement symbolique de ce que c'est le charisme et du capitalisme récupérateur, c'est que tout de suite après, Miss Univers, pendant le truc de Miss Univers, Miss USA, un an après, elle se déguise en Tanya Hearst avec une fausse mitraillette, tellement c'est digéré et tellement finalement ce qui reste le plus subversif, c'est pas l'image, c'est les bandes. Et c'est ce Patricia dit,
qui reste quelque chose qu'on ne peut pas entendre. Et c'est bien le sujet, c'est-à-dire que la voix, là, c'était vraiment un matériau très difficile à utiliser en fiction, c'était un peu complexe, savoir comment on fait un roman avec des voix. Ce qu'elle a à dire, le but du procès, c'est de dire qu'elle ne l'a pas dit. Ou en tout cas qu'elle ne l'a pas pensé. Et l'image, c'est pas grand-chose, quoi. Une question alors très large sur laquelle moi j'ai formé des hypothèses, mais je me suis demandé pourquoi Patricia Hearst. Parce que elle est évidemment une de ces femmes, alors on en reparlera, qui change soudain de voix, enfin, est une expression sublime pour le dire, mais c'est une femme aussi en métamorphose, c'est-à-dire qui se construit en se déconstruisant, en revenant peut-être un peu en arrière, et puis en devenant tout autre chose, mais qui n'est pas le sujet du livre. C'est aussi une femme qui représente une forme de violence faite aux femmes. Mais pourquoi elle? Parce qu'il aurait pu y en avoir d'autres. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette figure-là? Plutôt que mes hypothèses à moi. Il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord qu'elle n'est pas une héroïne. C'est-à-dire qu'effectivement, j'aurais pu parler d'une vraie révolutionnaire, c'est-à-dire de quelqu'un qui mène à bien un projet, qui est cohérent. Là, c'est le chaos du début à la fin. Elle est pas crédible pour la plupart des gens, puisque c'est la fille de Hearst, donc la fille d'un millionnaire, d'un milliardaire hyper conservateur. Elle n'a rien pour elle d'aucun côté, c'est-à-dire qu'à la fois elle est méprisée par les gauchistes de l'époque, jusqu'au moment où ils commencent à croire qu'elle a vraiment changé de bord. Ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était une figure difficile, quoi. Et en même temps, elle se retrouve, alors ça je l'ai compris à la fin aussi, elle se retrouve dans une position finalement très banale pour une femme. Elle est victime incontestablement, parce que quand même elle est kidnappée. On peut pas enlever ce truc-là. Elle est kidnappée, c'est hyper violent, mais elle est considérée comme consentante. Et finalement, il y avait cette position où elle est une victime qui n'est pas assez victime. Et que c'est vrai que c'est quelque chose qui moi, me touche. Et il y a aussi peut-être je sais pas, alors est-ce que c'est un truc que j'ai réalisé, c'est que autant Nadia Comaneci est la petite fille que tous les parents voudraient avoir, et elle c'est je pense le cauchemar. Je pense que c'est sans doute la fille qu'aucun parent ne voudrait avoir, et ça m'attirait vraiment beaucoup d'aller voir qu'est-ce qui se passait voilà, autour d'elle, parce que chez elle j'en sais rien. L'idée, je veux dire, c'est un truc, c'est une affaire qui n'est pas faite pour... c'est pas son cerveau qu'il faut examiner. Encore une fois, je pense que ça, c'est pas mon projet. Mon projet, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est joué pendant ce procès, en fait. Pourquoi c'était impossible d'entendre qu'à un moment donné, elle avait une pensée complexe. Pourquoi c'était impossible qu'elle dise à la fois « j'ai été kidnappée, mais en même temps, ils m'ont appris des choses ». Oui, elle est dans cette position d'énonciation absolument impossible. Ah oui. Et ce qui est fascinant, c'est la structure que tu as donnée à ce roman, c'est-à-dire qu'elle soit à la fois omniprésente, c'est-à-dire on entend sa voix, on la lit en tout cas, et on a le sentiment de l'entendre. On s'interroge avec ces deux femmes, enfin et puis trois quand on comprend qu'il y a aussi cette narratrice. On comprend à quel point il est complexe de tout saisir, on est pris dans tout ça. Et elle est omniprésente et en même temps elle est totalement absente puisqu'on ne sait pas. Absolument. Oui. La particularité finalement, c'est que c'est quelqu'un qui apparaît quand elle disparaît. Oui. Dire que sa naissance au monde, c'est sa disparition. Ce qui était intéressant quand même d'un point de vue romanesque. Avant, elle a zéro existence. C'est juste une jeune fille... de la bonne société américaine, elle va se marier et disparaître dans le mariage. Elle va se dissoudre dans elle va être comme sa mère. Et là, tout d'un coup, elle apparaît en disparaissant. Elle prend une place folle en ne parlant jamais, pendant un long moment, puisqu'on parle d'elle. Et il y a toutes ces choses qui se jouent autour d'elle, c'est-à-dire que son père se fait un argent phénoménal avec ses journaux en parlant de la disparition de sa fille. Et puis aussitôt réapparue, au moment où elle ouvre la bouche, on se dit non, en fait c'est pas elle, on la reconnaît plus, et preuve matérielle, sa mère se met en deuil. Elle n'est pas morte,
Et sa mère se met en deuil. Et pour moi, il y avait quelque chose dans cette affaire aussi de tellement tragique, dans le vrai sens du mot, de tellement de la jeune fille qui trimballe, qui va mettre à mal tous les mythes dans lesquels on est élevé, c'est-à-dire elle va découvrir, comme dans un conte de fées, que les parents ne nous aiment pas forcément toute notre vie, quoi. Là, ses parents, ils n'aiment plus. En tout cas, telle qu'elle est en Tania, ils ne veulent pas en entendre parler. Et évidemment, elle a aussi, il y a aussi cette, la façon dont, un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles, elle est trimballée comme ça, on la met dans un coffre, on la met dans une maison, et puis elle va découvrir l'Amérique. Finalement, son aventure lui fait voir l'envers du décor. D'abord que des gens crèvent de faim tout autour de son manoir, en Californie. Et puis que le FBI n'est pas forcément là pour la sauver. Et cette fonction de révélateur, elle l'a presque d'une manière transhistorique, puisque, on le voit dès le titre, puisque Mercy Mary Patty, elle arrive en dernier, là, puisque les deux autres figures et les deux autres prénoms, ce sont ces femmes enlevées dans des siècles précédents qui se sont elles aussi investies auprès de... Enfin, ou en tout cas ont découvert une autre manière d'être femme. Voilà, et donc elle est ce révélateur, peut-être malgré elle, ça c'est la question qu'on peut toujours se poser, mais d'une condition de la femme qui se transmet, mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon verbe, en tout cas qui est là à travers les âges, et qui vaut aussi pour Jean quand elle écrit dans les années 70-80, enfin c'est 77-78 la publication de son livre, qui vaut pour Violette Violaine quand elle fait ses recherches, qui vaut pour la narratrice, donc beaucoup plus proche de nous. Elle a cette fonction-là de révélateur historique presque, pour toi Elle a cette fonction de continuité, effectivement, comme tu dis, c'est-à-dire que son histoire n'est pas son histoire. Son histoire, c'est une histoire qui n'arrête pas de se répéter, et elle l'a fait éclore à son moment, en fait. Et pour moi, la découverte, alors vraiment un petit peu par hasard, de Mercy Short, de Eunice, de Mary Jamison et tout ça, ça a été un choc. Parce que je vivais on a été vraiment très marqué par le cinéma autour des jeunes filles enlevées par les Indiens, John Ford, Prisonnière du désert, il y en a un paquet. Il y a un côté comme ça de la figure du corps blanc de la jeune fille enlevée par des barbares. C'est vraiment un leitmotiv du cinéma américain qui est sauvé par les hommes blancs aussi. Elle ne peut pas se sauver toute seule en général. Et là, d'un coup, quand j'étais à Smith College pour faire les recherches, on me promène et on me dit qu'il faut aller au village de Deerfield parce que au 18e, il y a eu des raids d'Indiens, ils ont enlevé pas mal de gens, une partie des jeunes filles, en tout cas celles-ci, n'ont pas voulu revenir et elles ont été longtemps effacées de la généalogie familiale. Et d'ailleurs, dans le village, le monument qui parle des captifs parle juste de ceux qui sont revenus morts, etc. Il n'y a que des martyrs. Et donc, il y a cette... Qui raconte l'histoire, en fait? C'est ça le sujet. Dans le cas de Patricia, on ne la laisse pas raconter l'histoire. Pourtant, elle prend la parole. Mais on dit non, à travers elle, c'est le révolutionnaire qui parle. Après, c'est les avocats qui s'emparent du récit. Et finalement, Jean s'empare du récit aussi. Jean Neveva s'empare aussi du récit. Et dans le cas des jeunes filles captives du 18e, en fait, à l'époque, qui s'empare du récit, c'est les religieux qui racontent, et les pères. C'est eux qui racontent l'histoire. Donc le récit de Mary Jamison, le vrai récit, est historiquement incroyable. Parce qu'elle raconte sa captivité, et elle est supposément, elle doit aller dans le sens de la propagande anti-indienne, et elle y va, sauf qu'entre les lignes, très clairement pour tous les historiens que je ne suis pas, elle nomme ses ravisseurs, donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Elle a une sorte de sororité avec les femmes, elle raconte comment elle fait ça, comment elle construit ci. Il se passe un quotidien qu'elle ne décrit pas comme horrible.
Et l'autre sens que j'ai cherché dans le titre, ce Merci Mary Patty, c'est finalement il y a une mise en abîme puisque c'est le titre de l'essai de Jean Neveva. Et est-ce que c'est une manière, cette mise en abîme, de dire aussi que dans ton livre, la parole justement se distribue, n'est jamais attribuée directement à un auteur. C'est-à-dire que je mets au défi quelqu'un, à part à connaître l'ensemble de ton œuvre, ta personnalité ou ce que tu peux penser. Bon, donc c'est extérieur et ça n'a d'une certaine manière pas d'importance. De savoir ce que toi tu penses. C'est-à-dire que le roman donne une pensée de cette histoire, mais il n'y a pas de sens terminé, posé, attribué, et il n'y a aucune parole qui détiendrait l'autorité. Est-ce que c'était important pour toi, ça ? Très important. Très important, de plus en plus important Alors, justement, peut-être parce que moi, puisque je pense qu'en général on le sait, j'ai fréquenté beaucoup de milieux militants, voilà, et que j'en tire énormément d'enseignements, mais pour la littérature, pour la fiction, il me semble que là, il faut vraiment faire un pas de côté et absolument s'abstenir en tant qu'auteur. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, absolument s'abstenir de diriger. Je dirige effectivement la narration, etc. Mais les questions posées, elles le sont à moi-même également. Et c'est à un tel point qu'on parlait de difficulté à écrire au début. C'est à un tel point que j'ai passé plus d'1 an à écrire plein de versions différentes, avec les mêmes personnages qui avaient des rôles différents, et que je ne trouvais pas, et que c'est au moment où j'ai accepté en fait que la Violaine ne savait pas pourquoi elle était engagée, que Violaine elle découvre les choses peu à peu, qu'elle est baladée. C'est au moment où j'ai accepté qu'elle était baladée, que moi j'étais baladée par cette affaire, que j'ai réussi à écrire ça assez rapidement en fait, parce que oui, je suis baladée. Je ne ressors pas avec une opinion sur l'affaire Hearst, je ressors avec la certitude qu'il est très compliqué pour une femme de raconter son histoire. Ça, c'est sûr. Mmh. Et justement, ce qui est fascinant là, c'est que chacune raconte son histoire, puisque la voix de Patricia Hearst est là, elle n'est pas coupée par des commentaires où il y a des blocs de texte. Enfin, la voix de Violaine est là, la voix de Jean est là, la voix de la narratrice est là. Elles peuvent parfois se recouper. Il peut y avoir aussi le chien qui fait un lien entre certains personnages. Mais il n'y a pas de discours qui surplombe. Il faut rester dans cette chose qui échappe et qui à un moment donné est dit plus ou moins, puisque pour dire une figure qui échappe, une affaire qui échappe, etc., la matière même de tout ça, il faut penser, c'est dit à la page 85, enfin c'est dit, c'est attribué à un personnage, donc c'est pas toi en tant qu'auteur, mais penser à la façon des vagues et des courants. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait ça aussi dans ce livre, cette volonté de laisser passer des voix en tant que force, mais sans jamais les réduire. Oui, parce que, comme je te disais tout à l'heure, la matière au début qui m'inquiétait vraiment, c'était celle d'une voix absente. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec... très concrètement, j'ai écouté des bandes, en fait, et je me disais donc... qu'est-ce qu'on écrit d'une voix, d'une personne qui n'est pas physiquement là C'était très intéressant d'être à la place de Violaine dans un sens, c'est-à-dire de réécouter Patricia, 19 ans quand même à l'époque, de réécouter les silences qu'elle laisse entre les mots, les hésitations, les soupirs. De temps en temps, je sentais l'adolescente très agacée, il y avait quelque chose d'extrêmement touchant parce que elle avait l'air presque lassée en fait. Et de temps en temps, il y avait quelque chose de très bouleversant dans son désir de dire « mais enfin, je suis vivante ». Ce qu'il a supposé que je n'étais peut-être pas avant en fait. Je suis vivante, arrêtez d'être en deuil. On assiste
à une naissance qui est brutale. Donc la matière plastique en fait de ces voix pour écrire, etc., m'a vraiment questionnée pendant longtemps. Et effectivement, vague, courant, une voix, c'est une plastique, c'est fragile. C'est-à-dire une voix enregistrée, ça a aussi l'humeur du jour, quoi. Tu peux avoir à un moment donné, elle a une voix un peu affaiblie, c'est peut-être parce qu'elle avait mal dormi. Je veux dire, c'est pas. Il y a beaucoup de conclusions à tirer, il ne faut pas en tirer trop. Ce que Ginevra essaye de dire à Violaine, attention, parce que c'est pas non plus l'évangile. Je veux dire, oui, on entend des oiseaux là dans le fond, mais est-ce que ça veut dire que la SLA laissait les fenêtres ouvertes? Mais je n'en sais rien, moi non plus. Réellement. Parce que le procès n'a pas parlé de ça du tout. Oui, bien sûr. Et puis, ils n'en auraient rien su non plus. Ils auraient reconstruit. Ouais. Et effectivement, c'est troublant je veux dire, j'ai traversé ça un petit peu à la manière de Violaine, c'est-à-dire au moment où on écoute la bande et où on s'aperçoit que Patricia a vu sa mère à la télé. Mon premier réflexe, c'était celui d'un procureur, de me dire, mais dis donc, t'es pas vraiment prisonnière si tu regardes la télé. Et après, je me dis, mais bien sûr que si. On ne peut être prisonnier et regarder la télé, c'est absurde. Mais finalement, au bout d'un moment, je me laisse entraîner. Je voudrais qu'elle soit totalement prisonnière. Je voudrais aussi que Patricia me donne une version très claire de son état. Mais elle ne le donne pas. Oui, et justement, il y a aussi dans ce livre une interrogation de la parole. Alors cette fois, pas la voix que tu retrouves de ces différents personnages, mais cette espèce de parole d'État, ou de parole médiatique, qui est déjà une première fiction constituée, et contre laquelle la fiction romanesque s'écrit, contre, à la fois dans le sens d'écrire autre chose, mais évidemment de rendre aussi cette voix-là, de montrer comment cette société est une société du spectacle, et aussi où il faut de l'ordre, parce que ça c'est beaucoup dit aussi, beaucoup dit, pas au sens où ça serait martelé, mais on voit bien aussi comment Violaine échappe à une vie réglée, rangée. Il faut pas trop de désordre, ou en tout cas il faut arriver à le rendre suffisamment neutre peut-être pour qu'il ne dérange pas trop. Et est-ce que c'était un des enjeux aussi de ce livre, d'arriver à superposer ces deux strates du langage ou de la parole? Oui, parce que, c'est-à-dire sans le commenter, effectivement, c'est une affaire qui est extrêmement commentée, donc la tentation est là quand même de noter de nouveau, un petit peu comme j'avais fait dans La Petite Communiste, les mots qu'on emploie, etc. Et en même temps, c'est un vrai piège, parce que dans cette affaire, finalement, au bout d'un moment, on se demande qui est otage de qui. Réellement, c'est-à-dire que étant donné que la SLA avait eu cette exigence géniale de faire publier tous leurs communiqués en première page des journaux, du coup ils tenaient toute la presse, c'est impensable aujourd'hui évidemment, ils tenaient toute la presse et donc les lecteurs sont accrochés au feuilleton dont on ne sait plus qui l'écrit. Est-ce que c'est vraiment les ravisseurs ou est-ce que c'est la presse? On ne sait pas trop. Elle a disparu. C'est vraiment... Il y a un face-à-face d'hommes qui est entre le révolutionnaire et le père. Pour moi, l'enjeu, c'est toujours comme dans les westerns. C'est la jeune fille, on s'arrache la jeune fille. Mais sauf qu'elle n'est pas là. Et il y avait c'est effectivement ces strates de langage. Et après, il y a effectivement la façon dont l'État écrit l'avertissement. L'avertissement, c'est la mort de la SLA. La mise à mort de l'ennemi, en fait, de chaque époque, elle doit être publique, spectaculaire. C'est un spectacle, c'est-à-dire quand on met à mort des ennemis d'État, c'est du technicolor. Et le hasard veut que c'est le premier direct américain, ce qui est fou. Mais ça a valeur d'avertissement. Si tu suis l'exemple de Patricia Hearst, tu finiras brûlé vif comme elle. Enfin, il croyait qu'elle était brûlée vive, mais dans cette maison. La débauche de moyens, c'est une écriture. Combien de balles il y a eu? Combien de mitrailleuses? Pour 5 personnes, en fait, qui étaient... Voilà, qu'ils auraient pu, évidemment, sans doute, faire... capturer, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas là ça a duré 2 heures, c'était une folie. Donc il y a le langage des actes du FBI qui était aussi, ce qui était intéressant pour moi, c'était, il y a le langage
que le FBI tient, il gronde vraiment comme une sorte de père de la nation, attention, attention, et en même temps, ils sont tenus en échec pendant plus d'1 an par Patricia Hearst, qui s'échappe tout le temps, ce qui laisse supposer un truc intéressant, c'est que à l'époque, plein de gens l'ont vu et personne ne l'a donné. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose pour moi de la fascination d'une époque, qui n'est plus la nôtre, de me dire à un moment donné, cette histoire, elle a fait fantasmer beaucoup de gens, pratiquement, je veux dire pratiquement, et c'est ce à quoi se heurte Jean Nebeba, c'est que non, elle ne s'est pas enfuie quand elle avait l'occasion, et même elle a rencontré des gens, qui l'ont reconnu, le jeune homme, l'épisode le plus loufoque du procès, quand même un jeune homme dont on prend la voiture, ils prennent la voiture, et il ne parlera jamais à ses parents pendant plus d'1 semaine, parce qu'il est tellement excité d'avoir rencontré Tanya Hearst. Donc il y a quelque chose d'une époque révolue qui me touche beaucoup. C'est peut-être que le pouvoir moralisateur des médias était beaucoup moins fort, je sais pas, ou alors juste les virus se répandaient très facilement. On a beaucoup parlé de femmes jusqu'ici, et effectivement il y a cette filiation dans le roman de ces femmes qui fuient la route pour la rocaille, et c'est une phrase que moi j'adore et qui est répétée, qui apparaît au moins 2 fois dans le livre. Et donc c'est Patty, avec toute l'ambiguïté de cette manière de fuir, en tout cas c'est ce qu'elle dit elle. Il y a ces autres femmes dans le livre, et je me suis demandé si c'était pas aussi une sorte de fil rouge dans ton œuvre, cette attention à des femmes qui soudain prennent conscience que oui, être une femme c'est pas forcément la même chose qu'être un homme dans le monde. Oui, et c'est finalement de se rendre compte que quitter les rails, ça va faire mal en fait. Ça va se faire, mais ça va pas se faire doucement en fait, c'est pas possible. Dérailler, c'est... Ouais. Et pour moi, celle qui finalement quitte les rails de manière le plus durable, c'est Violaine. C'est-à-dire que elle a ce qui m'intéresse souvent, c'est le manque d'héroïsme, qui moi m'intéresse vraiment. C'est-à-dire elle n'a pas des parents épouvantables, hein, c'est une petite bourgeoisie locale, simplement d'elle on n'a rien à dire. La seule chose qu'on perçoit d'elle et que ses parents n'ont pas envie de voir, c'est qu'elle ne mange pas. C'est-à-dire qu'elle est anorexique et qu'il y a cette façon qu'ont les femmes d'écrire, alors pour le coup c'est un sujet aussi qui me tient à cœur, d'écrire avec leur corps, quoi. Et le corps chez les femmes écrit d'une manière très brutale, ce qui ne peut pas être vraiment couché sur du papier. Et elle ne s'évade pas du tout, en fait. Elle reste même, d'un point de vue géographique, au même endroit, mais en même temps, elle ne cède jamais. C'est-à-dire qu'adulte, elle transmet ce que l'affaire Hearst lui a appris. Elle s'occupe des enfants d'une certaine manière, elle questionne, elle continue, et ça lui coûte cher, finalement. Mais pour moi, c'était le personnage qui est le plus libéré par cette affaire, finalement. Et il y a aussi tout ce à quoi renvoie cette histoire ou ce fait divers ou cette affaire, quelle que soit la manière dont on en parle, parce que par touche, là encore, c'est très léger à chaque fois, c'est pas du tout des comparaisons qui sont faites, mais tu parles de la place des femmes, certes, mais il y a aussi la place des Noirs en Amérique, il y a aussi cette interrogation sur ce qu'est l'héroïsme aux États-Unis, avec l'histoire de ce vol dans les Andes, enfin... Donc quand je parlais tout à l'heure d'une forme de révélateur presque au sens photographique, ou d'une focale pour voir l'ensemble de l'histoire, elle dit aussi quelque chose d'autres personnes qui soit sont mis sur les marges, en fait. Oui, parce que la position très troublante du seul Africain-Américain de la SLA, c'est le leader, Cinque, qui est aussi le seul prolétaire, en fait, qui remplit ces cases-là et qui est dans une position terrible, finalement, parce qu'il est idolâtré par les jeunes femmes, les jeunes hommes qui composent la SLA, qui sont tous des gens très très jeunes, hein, qui sont des blancs de la classe moyenne, pas très éloignés de Patricia, en moins riches. Et
il y a une sorte de racisme inversé finalement. Il remplit leur fantasme du prolétaire noir, violent, parce que c'est un évadé, etc. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que il a écrit un texte. Il y en a plusieurs qui étaient un peu plus marxistes de l'époque, c'est-à-dire lourd. Mais il y a un texte qui est pour moi sidérant. Qui est celui dont se souvient la narratrice, qui circule de Violaine à la narratrice, qui est je suis le noir, il y a une sorte d'énumération, alors là je n'ai pas je suis celui qu'on pourchasse, et bien c'est terminé, c'est moi maintenant qui vous pourchasse. Alors ça a une formule, il y a une scansion en plus, des répétitions qui sont dans le ton de l'époque musicale, hein, aussi, vraiment des Last Poets et de tout ce genre de trucs. Mais il y a effectivement, la question, c'est que ce que disent, la SLA, ils disent un peu tout et n'importe quoi, mais il y a des choses qui sont incroyablement vraies, et que Patricia va se prendre vraiment en pleine gueule, c'est que, oui, il y a, les prisons américaines sont remplies d'Africains américains qui ne devraient pas y être. Oui, les gens qui crèvent de faim tout autour de chez elles, c'est des femmes noires qui sont là avec leur plastique pour avoir un pauvre jambon, et que la Californie, ce n'est pas que le flower power et des hippies. Et dans l'autre sens, oui, quand ils ont voulu se cacher dans les ghettos noirs, c'est là qu'ils se sont fait abattre à la fin. Et bien, personne ne voulait d'eux parce que c'était... ils n'avaient pas combattu pour la libération comme des Noirs comme les Black Panthers, ils n'avaient rien fait à part enlever une jeune fille, quoi. C'est comme ça qu'on les a vus. Donc tout est raté en fait. Il y a une révélation de la situation américaine, mais il n'y apporte pas les réponses qu'ont apporté d'autres groupes, quoi. Oui, mais c'est aussi en cela qu'elle est un révélateur aussi dans le roman d'un envers de l'Amérique. Ah oui. Et d'une situation qui... alors évidemment, la contextualisation est extrêmement importante. Tu parlais de ces années 70 et de cette fin de comète vers les années 80, mais pour autant, ça dit aussi beaucoup de choses d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a une interrogation. Alors, c'est juste à un moment, c'est très succinct, mais sur la place de la violence dans l'histoire, qui est toujours extrêmement ambiguë, toujours très complexe et très paradoxale, mais avec des échos à aujourd'hui aussi. Et c'était vraiment un écueil et une obsession qui était évidemment que l'affaire de Patricia Hearst, c'est l'histoire d'une jeune fille qui quitte notre société tellement pleine de liberté pour tourner le dos à tout ce qu'on a à lui offrir, et qui va faire ce qui est pour nous l'impensable, c'est-à-dire rejoindre les ennemis et dire c'est là où je me trouve bien. Ah. Donc évidemment qu'il y avait un écho avec ce qu'on vit aujourd'hui, et en même temps moi je savais que je ne voulais pas tracer de parallèle, parce qu'en vérité, qu'on le veuille ou non, les groupes des années 70, il y avait des visées humanistes. C'est-à-dire que c'est quand même, il y a quand même le but. Il y avait quelque chose de... Aussi naïf soit-il, il y avait... le SLA avait des textes qui ressemblaient à ceux de l'abbé Pierre. C'est très troublant. Il voulait nourrir tout le monde, il voulait un logement pour les gens, il voulait une éducation pour les gens, il voulait l'égalité des enfants noirs et des enfants blancs, c'est-à-dire leurs textes ne vont pas vraiment beaucoup plus loin que ça. C'est leurs moyens qui sont problématiques. On n'est pas dans la même époque, on n'est pas dans les mêmes groupes, mais cependant, ce qui reste, pour moi, ce qui est vraiment que je peux garder comme lien, c'est le problème, la question qui nous reste sur les bras quand une jeune femme, une jeune fille, quitte ce qu'on se réjouissait de lui offrir. Et qu'elle dit bah ça pour moi c'est pas la liberté. Et ce que tu trouves aliénant, c'est ma liberté. Et c'est évidemment extrêmement ça laisse un malaise voilà, très fort, et c'est là-dessus que j'avais envie de travailler, sur cette question qui se reproduit constamment. Il y a vraiment quelque chose, en fait c'est construit comme un passage de relais sur 40 ans, et de ce que provoque le virus Hearst, et finalement
les parents sont très absents. Les parents de la narratrice, les parents... donc à un moment donné, je me suis dit que j'écrivais comme dans un roman pour enfants où il n'y a pas de parents, comme dans Fantomette. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est de montrer la force de la transmission en dehors de la famille, en dehors de la maternité. C'est-à-dire, c'est des femmes qui se transmettent des choses très importantes et elles ne sont reliées que par l'amitié, quoi. Et moi, j'ai vraiment à cœur de valoriser la transmission par autre chose, en fait, que surtout là où je trouve que la notion de transmission est hyper kidnappée par la famille, en fait, y compris dans les romans familiaux. Et du coup, le fait de mettre en récit ce type de filiation ou de transmission qui est, alors hors biologie effectivement, ouais, mais qui est aussi hors amitié, une forme de transmission intellectuelle, ouais. C'est aussi ce qui passe pour le lecteur par le fait de lire ce roman. Il peut y avoir une transmission aussi de ces figures de femmes, de ces idées qu'elle véhicule. Oui, ouais, de ce qu'elle véhicule et de la façon dont elle se transforme. C'est-à-dire que finalement, en passant d'un personnage à l'autre, elles ne sont pas du tout digérées de la même manière. La narratrice, finalement, elle arrive à la page 120, je crois, ou 126, donc elle arrive tard. On apprend tard qui elle est. Et de la même façon, elle se décide dans sa vie tard à faire quelque chose de ce qu'elle a compris de l'affaire Hearst, de son obsession pour les questions, de son obsession pour Geneviève qu'elle n'a pas vraiment connue mais quand même qui plane. Et il y avait quelque chose pour moi d'important dans le personnage qui éclot tardivement. J'aimais bien l'idée là de quelqu'un dont on n'attend plus rien non plus, hein, parce qu'elle a une quarantaine d'années. Et elle saute le pas tardivement. J'aimais bien le côté tardif. Souvent, quand un personnage arrive dans une histoire, c'est pour alors soit être mise en valeur, enfin, où on en a entendu parler, et puis là on n'en entend pas parler avant. Parce que c'est elle qui parle. Voilà. Ouais. Et ça peut être un Deus Ex Machina. Et là, pas du tout. Elle arrive pas du tout pour apporter des réponses, mais pour reprendre une enquête qui n'a jamais été achevée. C'est un terme sur lequel je voulais t'interroger. Puisque c'est une enquête, en fait. C'est une enquête. Ouais. Une enquête qui a à la fois des répercussions politiques, sociologiques, mais intimes aussi. C'est-à-dire que ces femmes apprennent sur elles à travers une autre femme ou un réseau de femmes. Elles apprennent, en tout cas, même si on ne peut pas donner de réponse, elles apprennent un truc qui est clair dans la morale, en tout cas qui est celle de l'affaire Hearst, c'est que, et ce que dit Geneviève à Violaine, c'est que bien sûr qu'on peut se résigner, et bien sûr qu'on peut ne rien faire, mais ça coûte cher. Ce qui coûte cher aussi, c'est de se résigner, et que finalement, comme elle dit, la neutralité n'existe pas. Donc qu'est-ce que tu vas faire de ça? Parce que ça n'existe pas. Il y a cette phrase qui est très forte, la neutralité n'existe pas, et qui est une forme de vérité, c'est-à-dire que chaque fois qu'on porte un discours, quand bien même on mettrait des nuances à n'en plus finir, on engage un point de vue. Et est-ce que le défi, c'était, pour montrer que justement la neutralité n'existe pas, d'arriver à construire un roman qui, lui, ne tranche pas, ne donne pas de réponse toute faite, apprend à s'interroger? Il y a cette tension-là aussi dans le texte. Oui, il y a cette tension-là, et en fait, c'est vrai que c'est un vrai... c'est un travail d'humour, hein, c'est un travail vraiment de maîtrise. Voilà, c'est une construction, je veux dire, j'ai envie de parler d'un truc presque physique, parce qu'évidemment, moi j'ai des opinions, mais c'est pas leur place en fait. Et puis, j'ai l'impression que moi je dois m'absenter en fait en tant que personne. Quand j'écris, je suis pas là pour être présente. Il faut que je fabrique quelque chose dont je m'absente. Et du coup, l'idée c'est de trouver de l'espace en fait, de construire une narration qui offre beaucoup d'espace. Il y a quelque chose qui m'importe dans ce roman-là et dans le précédent, dans la place que je laisse au lecteur. Alors, à la fois celle de suivre l'enquête,
de se poser des questions, d'être perdu comme je l'ai été réellement, et je sais pas, d'avancer. Enfin, c'est vraiment le cheminement qui m'importe en fait. J'aime beaucoup les romans de cheminement. Donc j'ai eu un père 18e-iste, et donc je crois qu'il y a quelque chose qui reste de la passion de ces romans, de Diderot, voilà, ce qui compte, c'est ça en fait. C'est le chemin qu'on va parcourir et toutes les questions qu'on va se poser pendant qu'on cheminera, de la même façon que pendant l'écriture, je me suis dit au fond, le plus beau moment quand on est avec des amis, quand on fait une soirée d'amis, c'est quand il est tard et qu'on se retrouve, qu'on est crevé dans la cuisine et qu'on ne peut pas se quitter parce qu'on continue la discussion. Et que dans ce roman, il doit y avoir quelque chose de ça. Elles ne veulent pas tout à fait se quitter parce qu'il y a tellement de questions que Patricia pose en fait, dans la cuisine. Et puis les romans excentriques, c'est aussi cette idée de sortir d'un chemin, et l'idée c'est pas de dire c'est celui-là qu'il faut emprunter, mais regardez, il y en a plein d'autres autour. Il y en a plein d'autres autour, et c'est un petit peu comme les jeunes filles captives du 18e, c'est-à-dire que elles étaient dans cette position tellement paradoxale d'avoir une vie tellement fermée que entre leur Bible, leur cuisine et leur mari, réellement, le fait d'être enlevées à leur milieu les libérait. C'est une idée à la fois épouvantable, parce que je ne voudrais pas justifier le kidnapping, c'est vraiment quelque chose qui me gêne, et en même temps il y a une sorte de réalité très pratique, c'est qu'on les sortait physiquement des 4 murs, et que donc apprendre à faire un feu, c'est apprendre un geste, c'est être valorisé pour un savoir, et c'est grandir. Et Patricia Hearst, elle a été enlevée, mais à un moment donné, on lui a mis des livres dans la main. Elle les a lus toute seule. Et c'est avec ça que doivent se débrouiller Ginevra et Violaine. Ce paradoxe, il n'empêche pas que la situation de départ soit horrible. Mais néanmoins, il y a à apprendre dans ce processus. À un moment donné, il y a cette phrase, laquelle est la vraie? C'est une question qui est posée, évidemment, aucune n'est la vraie. Aucune n'est la vraie. Bien sûr. Aucune n'est la vraie. Ouais. Et probablement, c'est ça le tragique en fait de l'affaire, c'est Oui. que probablement aucune, ni Tania ni Patricia. Bien sûr, et du coup cet enfermement, c'est aussi notre enfermement dans la question, Oui. et comment on se libère? Justement en refusant les chemins déjà empruntés, en prenant... Il faut pas se fixer dans une image, c'est-à-dire que s'il y a une seule conclusion, effectivement, elle ne peut pas être fixée dans l'image qu'en donne son père au début aux journaux, qui est celle d'une communiante, d'une fiancée. C'est presque énorme en fait les photos qu'il donne à la presse, et les photos créées par les révolutionnaires qui sont celles d'une combattante armée. Ce sont des performances en fait de la féminité, une féminité traditionnelle, une féminité radicale. Ce sont malheureusement des performances. Donc une sorte de... Elle, entre les deux, l'histoire qu'elle a racontée prend des chemins comme ça. Sans doute il y a des mots dans les bandes. Peut-être quand elle dit « je suis vivante ». Peut-être quand elle dit cette phrase qui, moi, m'a vraiment, je l'ai prise comme ça, ce n'est pas la SLA qui me fait du mal, c'est votre indifférence. Ouais. C'est la nôtre. Tu écris, page 214, pour ceux qui voudraient retrouver, mais les adultes aiment trop les histoires simples, et un peu plus loin, défiez-vous des histoires simples. Et ça dit quelque chose d'un vrai qui est fabriqué aussi, ou d'une fiction qui est fabriquée, contre laquelle, si je parle de fiction, irait justement le roman comme déconstruction, alors comme polyphonie, etc. Et ce n'est pas une histoire simple. Non, ce n'est pas une histoire simple, et donc il y a plusieurs strates effectivement d'histoires qui ne sont pas simples, mais c'est-à-dire l'affaire Patricia Hearst, c'est comme quelque chose qui a tellement de facettes, réellement tellement de facettes, qu'on ne peut vraiment pas prétendre qu'il y en a une qui prend le pas sur l'autre, et c'est ce qui est fascinant. Il y a une histoire fascinante qui continue à poser plein de questions. Moi j'adore les films de procès, les films des années 70 en fait, de procès, et j'avais envie de faire un roman de procès,
Donc effectivement, même si elles sont que deux, Violaine et Geneviève sont en train d'examiner les pièces d'un procès qui montre qu'elles ne parviendront jamais à la bonne conclusion. Et par-dessus ça, il y a la relation Violaine-Geneviève qui n'est pas simple, parce que c'est aussi bouleversant qu'une rencontre que tu fais adolescente et grâce à laquelle tu dis ça a changé ma vie. Et c'est aussi dangereux. C'est-à-dire qu'elle est tellement séduisante, Jean, elle est tellement charismatique que c'est une chance et c'est aussi un poids. Parce que voilà, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Je l'appelle la Mary Poppins rock'n'roll. Effectivement, elle passe, elle change tout, mais après il faut ranger. Et Violaine doit trouver un ordre pour ranger. Et effectivement, moi je crois que c'est ça la rencontre, avec un texte aussi, avec un roman. Dans le meilleur des cas, tu te retrouves toute seule pour résoudre. Encore une fois, je n'aime pas qu'on vienne me dire dans quel ordre il faut ranger mes pensées.